8h17 sur Europe 1. L'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, Jérôme Fourquet, politologue, directeur du pôle opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP, auteur de l'Archipel français. Exactement. Bienvenue et bonjour à vous, Jérôme Fourquet. Bonjour. Vous êtes un spécialiste reconnu de l'étude de l'opinion. Vous avez donc conceptualisé l'archipélisation de la société française. Vous avez mené aussi une enquête sur le confinement de la France. Et en ce moment charnière que nous vivons, il est très utile de comprendre avec vous comment évolue l'opinion. Alors vous disposez ce matin, Jérôme Fourquet, des tout derniers sondages sur notre acceptabilité face à un très probable reconfinement. Est-ce que l'opinion publique a évolué sur ce sujet ? Alors oui, l'opinion publique a évidemment évolué sur ce sujet d'une adhésion à un troisième reconfinement. Quand on dit une évolution, c'est par rapport au début de cette crise sanitaire. Pour vous donner quelques ordres de grandeur, au mois de mars dernier, au moment du premier confinement, plus de 90% de la population à l'époque approuvait le confinement qui, on s'en souvient, avait été très dur à vivre, mais pour autant, la peur aidant, l'écrasante majorité adhérait à ce confinement. Quand on se projette un peu plus proche de nous dans le temps, le 28 octobre dernier, quand Emmanuel Macron avait annoncé la mise en place du deuxième confinement, le confinement de l'automne, 2/3 des Français approuvaient cette décision. Nous étions encore à peu près à 60% d'adhésion sur l'éventualité d'une prolongation de ce deuxième confinement début décembre. Mais à l'époque, il y avait, si je puis dire, un bénéfice, une carotte qui était promise aux Français, c'était la perspective de pouvoir passer des fêtes de fin d'année en famille. Aujourd'hui, les derniers chiffres dont on dispose, l'enquête a été réalisée hier et avant-hier, indiquent que 47 à 46% de Français adhéreraient à un troisième confinement dans les prochaines semaines et les prochains mois. Donc on voit que nous avons descendu d'une marche en termes d'adhésion, parce qu'il n'y a pas de perspective positive comme il y avait avec les fêtes de fin d'année pour le deuxième confinement, et puis et surtout parce qu'il y a un effet d'usure et d'accumulation. On va insister sur ce phénomène d'usure, mais ce qui est frappant aussi, Jérôme Fourquet, dans ces études, c'est que le souhait d'un reconfinement dur est plus important chez les plus jeunes d'entre nous. C'est assez incompréhensible. On a envie de vous entendre sur ce sujet ce matin, parce que ce sont ceux qui sont en plein désarroi, qui ont même pour certains des idées suicidaires. Ils veulent que ce soit plus rude. Alors une partie d'entre eux, pas tous, bien évidemment. On peut faire l'hypothèse qu'ils voient dans cette option d'un confinement dur une thérapie de choc qui permettrait de balayer cette crise et d'enfin pouvoir tourner la page. À l'inverse, on constate que les publics les plus âgés, eux, sont les plus réfractaires à un confinement dur, alors qu'ils sont les plus inquiets face au virus, mais parce qu'ils disposent prioritairement de l'accès à la vaccination, qui change quelque peu les choses. Alors cette usure, est-ce que selon vous, et ce que vous voyez dans vos sondages, Jérôme Fourquet, c'est de la résignation, une résignation fébrile, ou est-ce qu'il y a les ferments d'une contestation ? Alors je serais tenté de dire qu'on est plus d'une manière générale, sur une forme d'acceptation résignée, autour de la formule très française, par la force des choses, c'est-à-dire les faits s'imposent à nous, il n'y a pas de plan B. Les Français constatent, grâce au travail des journalistes, que ce qui se passe à l'étranger ne nous dessine pas d'horizon positif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pays à montrer en modèle et sur auquel on pourrait se raccrocher. Et donc dans ce contexte-là, la peur étant toujours présente, il y a cette forme de résignation à accepter un certain nombre de mesures contraignantes. Mais pourtant, Jérôme Fourquet, je vais vous laisser poursuivre, mais vous dites en regardant à l'étranger, il y a aussi ces mouvements de manifestation, alors que ce soit en Europe du Nord, on a vu aux Pays-Bas, mais c'est davantage pour les libertés, mais aussi en Europe du Sud, où il y a en tous les cas des tensions, parce qu'il y a de la désespérance sociale. Et nous, entre les deux, on ne bouge pas, on regarde. Alors pour l'instant, on ne bouge pas. Il y a cette résignation qui est sans doute majoritaire. Il ne faut pas minimiser la colère et la lassitude très croissante d'une grande partie de nos concitoyens. Donc il faut être modeste sur comment les choses vont évoluer. Tout dépendra sans doute des modalités d'un éventuel confinement. Mais pour revenir à vos deux exemples, tout ça est intéressant pour éclairer un petit peu la psychologie française ou la situation du pays. Pour ce qui est des mobilisations qui seraient plus politiques au nom des libertés individuelles,
qu'on connaît ou qu'on connaîtrait aux Pays-Bas, parce qu'aujourd'hui les émeutes sont quand même assez confuses dans leur motivation, ou qu'on a connu en septembre dernier en Allemagne avec des mobilisations, des manifestations de rue contre le port du masque obligatoire. Là, on voit bien qu'on est dans des pays où la défense des libertés individuelles est totalement sanctuarisée. Les Pays-Bas vivent leur premier couvre-feu depuis 1945. Et le couvre-feu est en vigueur à partir de 21h ou 21h30. Donc, vu de la France, c'est un autre monde. Et donc, nous n'avons chez nous, on a plutôt privilégié la sécurité aux libertés individuelles, et je pense qu'il y a un relatif consensus là-dessus. Et puis vis-à-vis de ce qui se passe, vous avez raison, dans le sud de l'Europe, en Espagne, en Italie, là ce sont plutôt des mouvements de désespérance économique et sociale de la part de certains acteurs économiques qui sont au bout du rouleau, qui sont exsangues, des restaurateurs, des commerçants, et qui pratiquent une forme de désobéissance civile pour sauver ce qui peut l'être. Pourquoi n'observons-nous pas de manière importante à date de tels phénomènes chez nous? Sans doute parce que la perfusion économique qui est assurée par le gouvernement en direction de ces secteurs est quand même plus généreuse, même si, bien évidemment, le secteur de la restauration, comme d'autres, souffre énormément dans notre pays. Entre les deux, entre ces deux parties de l'Europe, nous sommes attentistes, mais il y a quand même, Jérôme Fourquet, on l'a évoqué dans nos différents journaux ce matin, des restaurateurs qui veulent rouvrir probablement là le 1er février. Déjà, un restaurateur niçois qui a ouvert, il y a le hashtag « Je ne me confinerai pas ». Il y a aussi, on peut le citer, ce pot dans un commissariat. Et puis, plus largement, il y a des témoignages poignants de détresse. Qu'est-ce que tout cela incarne ? Eh bien que notre société est confrontée à une crise majeure, à la fois sanitaire mais aussi économique et sociale depuis bientôt 1 an, et que tout ça, bien évidemment, produit de très graves traumatismes et laisse des séquelles béantes dans le corps social. Et donc la société ne va pas bien, elle n'est pas indemne du tout, mais il y a quand même globalement collectivement et majoritairement une forme de résilience. Mais par quoi elle tient cette résilience si on va plus loin? Parce que lors du premier confinement, elle tenait par une peur, une chape de peur qui expliquait que les Français étaient même sidérés par le premier confinement. Là, on a l'impression quand même qu'elle n'est plus autant présente, même si la situation sanitaire reste préoccupante. Alors, les enquêtes qu'on réalise nous montrent que le niveau d'inquiétude face à la perspective d'une contamination demeure partagée par 7 Français sur 10, ce qui est beaucoup. On était à 90% lors du premier confinement, mais on est encore à 7 Français sur 10. On a été très frappés dans nos enquêtes qui ont été réalisées avant Noël et qui ont été confirmées à la suite des fêtes de fin d'année sur l'attitude qui était celle de nos concitoyens de respect des gestes barrières et des principes de précaution en milieu familial. C'est-à-dire que là, au pied du sapin, autour de la bûche, il n'y avait pas de gendarmes ou de policiers. Et pour autant, les Français, manifestement, ont majoritairement pris leurs précautions. Alors ça, c'est très intéressant. Donc vous dites oui. Ce qui nous indique bien que même en milieu fermé ou familial, si ces mesures ont été respectées, c'est bien que que la peur était dans les têtes, ou le principe de responsabilité pour ne pas contaminer les proches. Parce que c'est quelque chose de très important. On est sur une épidémie, donc un principe de contagion. Et donc il y a la peur pour soi, mais ce qui vous fait redoubler de vigilance, c'est la peur pour vos proches et pour ceux que vous aimez, donc, notamment ceux qui sont plus vulnérables. De responsabilité des Français, Jérôme Fourquet, on l'a bien compris dans vos sondages, qui sont très résilients, ils acceptent et consentent à de nombreux efforts, mais ils demandent des contreparties. Il y a un élément en particulier, semble-t-il, dans vos enquêtes, sur lequel les Français n'ont pas compris pourquoi ce gouvernement n'a pas fait ce qui était nécessaire en réalité. Quel est-il ? Alors, c'est effectivement, vous avez raison, on dit qu'il y avait une forme d'acceptation, mais on n'est jamais qu'à 45 ou 46% qui accepteraient à date un reconfinement. Donc ça veut dire qu'il y a un Français sur 2 qui le ferait en traînant vraiment les pieds. Pour que cette acceptation monte en puissance, il faut que cet éventuel reconfinement s'accompagne d'une mise en cohérence du dispositif gouvernemental, et ça passerait notamment par des contrôles très renforcés aux frontières. Il y a une incohérence majeure pour les Français à demander des sacrifices à nos concitoyens tout en laissant les frontières totalement ouvertes à tous les vents. Les Français n'ont pas compris quand le gouvernement a dit, certains ministres, le virus n'a pas de passeport. Alors c'était une bonne formule de communicant, mais les personnes qui étaient porteuses de ce virus
elle avait un passeport. Oui. Et donc la propagation chez nous s'est faite par l'extérieur. Ça, c'était pour le premier confinement. Et nous avons revécu la même histoire. Il y en a peut-être eu des témoignages à votre antenne. J'en ai vu dans d'autres médias d'habitants de Marseille qui, avec leur accent bien connu, déploraient le fait que des Britanniques ou des ressortissants français arrivant de Grande-Bretagne, alors même qu'on savait que ce pays était confronté à un regain épidémique, étaient rentrés sans aucun contrôle. Donc, pour faire croître cette adhésion au reconfinement, il faut que le gouvernement montre aussi qu'on verrouille les frontières et qu'un certain nombre de contrôles plus stricts soient opérés, notamment aussi pour les personnes qui sont infectées, sur la capacité à isoler, parce qu'on a beaucoup parlé Bien du sûr. tracé isolé, ouais. et l'isolé, on l'a jamais vu. L'isolement et ce sujet des frontières Qui est majeur. Qui est majeur et qui probablement aussi va beaucoup marquer les prochaines élections. Vous avez théorisé, pour conclure, Jérôme Fourquet, l'archipélisation de la France dans un livre qui a eu beaucoup d'écho. Comment notre société va sortir de cette crise pandémique ? Quel sera son visage collectif ? Alors c'est difficile à dire, tout dépendra aussi de la poursuite de cette crise. Est-ce qu'on en voit le bout du tunnel dans quelques semaines ou est-ce qu'il faudra attendre plusieurs mois ? Ce qui est frappant, c'est de voir qu'un certain nombre de secteurs économiques ou de populations qui, jusqu'à présent, étaient dans des situations économiques et sociales très correctes ou privilégiées, ont basculé dans autre chose. On a parlé des restaurateurs, on peut parler aussi, par exemple, de tout ce qui se passe dans la région toulousaine, dans le secteur de l'aéronautique, où donc des cartes ont été redistribuées, et donc des publics qui s'en sortaient plutôt bien, aujourd'hui rentrent en difficulté. Ouais. Il y aura aussi des interrogations sur la souveraineté nationale, sur l'intervention de l'État, et sur comment aussi se comportent nos grandes entreprises, avec une attente d'une attitude plus patriotique de la part de ces grandes entreprises. Qui a fourni cet effort de guerre Qu'avez-vous fait pour votre pays et qu'êtes-vous prêt à faire pour le pays ? De ce point de vue-là, ce qui s'est passé avec Sanofi, par exemple, va laisser énormément de traces et fera des dégâts. Et on retient ce que vous dites, la souveraineté, ce sera donc l'un des axes majeurs aussi de la présidentielle. Vous noterez, Jérôme Fourquet, vous êtes sondeur, je ne vous ai pas posé de questions sur les sondages, parce que vous me dites souvent, et vous me l'avez dit juste avant cet entretien, les Français n'ont pas la tête à la présidentielle. Voilà pourquoi nous avons axé cet entretien sur la crise sanitaire et ses conséquences. Merci en tous les cas, merci à vous. Puisque vous nous avez livré les tout derniers sondages. Merci, bonne journée. Merci beaucoup, Sonia Mabrouk. Il est 8h29, vous êtes sur Europe 1.